Sir Isaac Newton est généralement considéré comme le plus grand scientifique ayant jamais vécu. Dans ces dernières années, on lui a demandé comment il avait réussi, en tant qu'individu, à apporter des contributions aussi significatives au monde de la science. Il a répondu en déclarant qu'il avait réalisé cela en ne pensant à rien d'autre. En termes simples, le succès commence par l'exercice de votre pouvoir de choix et en l'utilisant pour prendre le contrôle systématique et délibéré des pensées que vous entretenez dans votre esprit conscient. La plupart des gens passent leur vie dans une sorte de sommeil, vaquant à leurs activités quotidiennes presque totalement préoccupés par un flux continu de pensées désorganisées. Vous avez vécu ce phénomène lorsque vous êtes monté dans votre voiture et avez conduit au travail ou à travers la ville, perdu dans vos pensées avec presque aucun souvenir du trajet. Beaucoup de vos routines et conversations habituelles se déroulent avec un faible niveau de conscience, presque comme si vous étiez dans un brouillard mental, avec peu ou pas de souvenir du déroulement des événements particuliers. Parfois, cette préoccupation est délibérée. Vous l'utilisez pour éviter de penser à des parties de votre vie que vous préférez ne pas affronter ou traiter. Parfois, c'est simplement automatique. Parfois, c'est simplement automatique. Vous suivez l'émotion depuis si longtemps que vos processus de pensée sont automatiques. Vous ne vous réveillez que temporairement lorsque vous êtes choqué ou surpris, comme lorsque vous êtes coupé dans la circulation ou pris au dépourvu. Mais dès que vous retrouvez votre calme, vous retombez dans le doux ruisseau du sommeil éveillé, où vos pensées s'écoulent simplement parmi un collage continu de sentiments et d'images. Pour devenir tout ce que vous pouvez être, vous devez vivre plus consciemment. Vous devez être plus alerte, plus conscient et plus éveillé. Vous devez prendre plus de contrôle sur vos processus de pensée afin de vous diriger dans la direction de votre choix plutôt que de naviguer à l'aveuglette en pilote automatique mental comme le font la plupart des gens. Vous commencez le processus de l'éveil en réfléchissant à votre vie, passée, présent et futur, comme un exercice de conscience. Imaginez que vous êtes ici sur cette terre pour accomplir quelque chose de merveilleux avec votre vie, pour devenir une personne exceptionnelle et pour apporter une contribution importante à votre monde. Imaginez que tout cela fait partie d'un grand plan directeur qui a été soigneusement conçu dans votre meilleur intérêt et que chaque événement et circonstance de votre vie est une partie indispensable d'un grand puzzle, dont vous ne pouvez commencer à voir le contour que lorsque vous prenez du recul et commencez à regarder votre vie d'un point de vue plus élevé ou d'une plus grande distance. Supposez que quelle que soit votre situation ou votre difficulté actuelle, c'est exactement ce dont vous avez besoin en ce moment pour vous apprendre quelque chose dont vous avez besoin de savoir, avant de pouvoir continuer votre ascension vers la merveilleuse vie qui vous attend. Avec cette perspective, vous pouvez voir que chaque expérience est une expérience positive si vous choisissez de la voir comme une opportunité de croissance et de maîtrise de soi. Maintenant, projetez-vous en arrière et avec calme, clarté et une attitude mentale positive, réfléchissez à la manière dont chaque expérience et situation précédente de votre vie aurait pu vous être envoyée exactement au bon moment pour vous apprendre quelque chose que vous deviez apprendre afin de pouvoir continuer à avancer vers la merveilleuse vie qui vous attend. Imaginez que les événements de votre vie ne pouvaient être autrement qu'ils ne l'étaient, surtout si vous étiez en pilotage automatique la plupart du temps. En prenant du recul et en appréciant l'incroyable complexité et interconnexion des événements qui vous ont conduit là où vous en êtes dans la vie en ce moment, vous commencerez à développer la perspective du philosophe. Vous commencerez à superposer sur votre expérience ce que l'on appelle un sentiment de cohérence, une attitude et un sentiment que votre vie fait partie de quelque chose de plus grand que vous-même et que tout s'emboîte et arrive pour une raison. En pensant à votre vie comme à une série d'événements et d'expériences
qui conspiraient à vous faire atteindre un grand objectif ou à apporter une grande contribution à l'humanité, vous commencerez à développer un sentiment de destin, la marque de la grandeur potentielle. En tant qu'être humain, vous devez prendre le contrôle des aspects internes et externes de votre vie et les faire tous jouer en harmonie autour d'un thème central de votre choix. Vous faites cela en vous connectant aux lois mentales immuables de l'univers. Tout succès réel et durable vient de l'organisation de votre vie en harmonie avec ses principes généraux. La première loi est la loi des attentes. C'est vraiment incroyable lorsque nous nous attendons avec confiance à ce que quelque chose de valable se matérialise dans nos vies. Cela se produit invariablement. Cela fonctionne comme une magie pure et non altérée. Cela nous donne à chacun une sorte de baguette magique avec laquelle nous pouvons attirer toutes sortes d'événements intéressants et enrichissants dans nos vies. Ceux qui ont cultivé ce pouvoir, qui travaillent consciemment et activement à cela régulièrement, font les choses les plus étonnantes. Dans les programmes de télévision, nous regardons des gens, des jeunes, jouer la prudence en disant « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». J'ai lu une chronique financière dans le Miami Herald l'autre jour dans laquelle un jeune homme de seulement 20 ans parlait de ses pertes dans le fonds commun de placement et commentait qu'il n'avait pas pu dormir et avait perdu du poids à cause de cela. Le chroniqueur a commenté qu'il ne devrait jamais risquer son argent. Il devrait le mettre à la banque ou à la caisse d'épargne où il sait que c'est en sécurité. Je pense qu'il est sûr de dire que la majorité des gens ont une vision suspecte et négative de ces situations de vie qui, pour une minorité intelligente, représentent des opportunités pratiquement illimitées. Cela ne veut pas dire que les gens positifs et confiants ne perdent jamais d'argent dans leurs investissements ou n'ont pas de problème. Je suis sûr que si. C'est juste que cela ne les dérange pas autant que cela semble déranger la plupart des gens. Et à long terme, eh bien, ils sont des kilomètres devant le peloton. Ils abordent leur journée avec une attitude qui attend le meilleur. Et c'est ce qu'ils vont obtenir aussi longtemps qu'ils peuvent la maintenir. Ceux à quoi d'autres s'inquiètent et ruminent, eux s'attendent confiants à un résultat réussi, et la plupart du temps, ils l'obtiennent. Si vous avez du mal à maintenir cette puissante force pour le bien dans votre vie, une carte de rappel placée là où vous la verrez chaque matin en vous levant et à des moments inhabituels pendant la journée peut vous aider à vous remettre sur la bonne voie et à former une nouvelle habitude très précieuse. Vous appliquez la loi des attentes dans votre propre vie en vous attendant avec confiance à tirer quelque chose de valable de tout ce qui vous arrive. Faites de votre vie une aventure. Imaginez simplement si vous passiez toute la journée en croyant qu'il allait vous arriver quelque chose de merveilleux. Pensez à quel point vous seriez plus positif, optimiste et joyeux si vous étiez absolument convaincu que tout conspirait pour vous rendre heureux et réussi. Vos attentes deviendraient rapidement des prophéties autoréalisatrices. La deuxième loi est la loi de l'activité subconsciente. Cette loi dit que toute idée ou pensée que vous acceptez comme vraie dans votre esprit conscient sera acceptée sans question par votre esprit subconscient. Votre subconscient commencera immédiatement à travailler pour la matérialiser dans votre réalité, faisant en sorte que tous vos mots, sentiments, actions et même votre langage corporel correspondent à un schéma cohérent avec vos pensées dominantes et vos objectifs fermés. Prenez chaque jour le temps de vous asseoir et de tremper votre esprit dans des pensées positives et inspirantes, sachant que tout ce sur quoi vous vous attardez assez longtemps et assez fort finira par se matérialiser dans le monde qui vous entoure. Voici un exercice d'action pour vous. Prenez une feuille de papier et dressez une liste de toutes les choses que vous voulez voir dans votre vie. Écrivez tout, le bonheur, la santé, de bons amis, les voyages, la prospérité, la reconnaissance. Laissez libre cours à votre imagination. Maintenant, voici la partie difficile. Pendant les 24 prochaines heures, pensez et parlez uniquement des choses de votre liste.
Voyez si vous pouvez passer une journée entière sans critiquer, condamner, vous plaindre, ou vous mettre en colère, être contrarié ou inquiet pour quoi que ce soit. Voyez si vous avez la volonté et la force de caractère de ne penser qu'à ce que vous voulez pendant une journée entière. Cet exercice vous donnera une véritable idée de où vous en êtes dans votre développement et il vous montrera également le chemin qu'il vous reste à parcourir. En lisant histoire après histoire d'hommes et de femmes célèbres, et en réfléchissant à leur biographie et autobiographie, j'ai été frappé par le fil conducteur commun qui les traversait tous. Ils semblaient tout savoir, ou développer une croyance inébranlable en leur capacité à surmonter tous les obstacles et à atteindre une grande hauteur. Cette croyance ou conviction semblait leur conférer des pouvoirs que la personne ordinaire ne possédait pas. Souvent contre vent et marée et en défiant les prédictions des personnes autour d'eux. Quand j'ai quitté le lycée et que j'ai commencé à dériver d'un emploi à l'autre, je n'avais pas de but ou d'objectif central, mis à part voir le monde d'une certaine manière. Comme la plupart des gens, je suis tombé dans le mode réactif. J'ai pris n'importe quel emploi qui se présentait, j'ai fréquenté qui que ce soit qui était là au moment opportun. Au lieu de planifier ma vie, j'ai simplement réagi à mon environnement extérieur et répondu à mes besoins émotionnels et physiques. J'ai supposé que c'était tout ce qu'il y avait. J'ai inconsciemment accepté que ce que je savais et ce que je faisais constituaient les limites supérieures de ce qui était possible pour moi. Le mieux que je pensais pouvoir faire était de réagir de manière aussi intelligente et constructive que possible et d'essayer de ne pas faire trop d'erreurs. Quand mes études en psychologie, en religion et en métaphysique ont mentionné l'esprit subconscient, je ne l'ai ni très bien compris ni tenté de l'utiliser pour m'aider. Cependant, plus j'apprenais sur les lois mentales qui régissent notre comportement et déterminent nos résultats, plus je réalisais qu'il y avait une dimension cachée de la réussite que je négligeais. Plus je comprenais l'importance du concept de soi et apprenais que tout ce que nous faisons à l'extérieur est prédéterminé. Par nos systèmes de croyances, plus je sentais que j'approchais de la combinaison qui ouvrirait la serrure. Ensuite, j'ai compris la signification du potentiel humain. Si vous et moi n'utilisons que 10% ou moins de nos potentiels d'efficacité et de réussite, les 90% ou plus restants doivent être contenus dans des pouvoirs mentaux que nous n'avons pas encore exploités. J'ai conclu que pour tirer le meilleur de moi-même, j'avais besoin des codes d'accès qui me permettraient d'accéder et d'exploiter ces énormes capacités. Votre esprit subconscient est énormément puissant. Quand vous l'utilisez correctement, il peut vous aider à avancer plus rapidement vers la réalisation de vos objectifs et de vos désirs que vous ne l'auriez jamais imaginés. Vous pouvez utiliser votre esprit subconscient pour la création ou la destruction pour le bien ou pour le mal. Vous pouvez être un prince ou un pauvre selon la manière dont vous opérez. Pour réaliser votre potentiel, vous devez apprendre à y accéder à volonté et à l'utiliser pour vos propres fins de manière intelligente et constructive. Permettez-moi de vous donner un exemple qui illustre ceci. Mon avocat me montrait ses bureaux, il n'y a pas longtemps. Il m'a emmené dans la salle de dactylographie où plusieurs secrétaires tapaient des lettres et des documents juridiques. Chacune des secrétaires était connectée à un mini-ordinateur qui était disponible et accessible à toutes. En sortant de la pièce, il m'a expliqué qu'il et ses associés avaient dépensé plus de 100 000 $ pour cette installation informatique qu'ils avaient achetée il y a environ 2 ans. Il m'a dit que lorsque cela a été installé, toutes les secrétaires travaillant là à l'époque ont reçu une formation sur la manière d'utiliser l'ordinateur pour augmenter la quantité et la qualité du travail juridique qu'elles pouvaient produire. Avec le temps, a-t-il dit, toutes les secrétaires originales étaient parties ou avaient entrepris d'autres choses. Elles ont été remplacées une par des secrétaires juridiques qui n'avaient aucune formation en informatique. Parce que nous sommes tellement occupés, a-t-il dit,
Personne n'a eu l'occasion de former ces nouvelles secrétaires sur la façon de tirer le meilleur parti de notre système informatique. Donc maintenant, au lieu d'utiliser cet ordinateur pour des informations avancées et le traitement de texte, nos secrétaires l'utilisent simplement comme une machine à écrire glorifiée, tapant une lettre ou un document à la fois et passant de nombreuses heures à produire ce que les nombreux ordinateurs pourraient produire en quelques minutes. Malheureusement, la plupart des gens sont comme ces secrétaires. Ils travaillent tous les jours avec leur esprit, mais ils utilisent leurs puissants ordinateurs mentaux uniquement pour les tâches les plus rudimentaires, et ensuite ils se demandent pourquoi leur travail est si difficile, et pourquoi ils semblent produire si peu. Quand je faisais la vaisselle, j'étais convaincu que la seule façon de gagner plus d'argent était de travailler plus d'heures et de laver encore plus de vaisselle. J'ai finalement appris que la croyance selon laquelle vous ne pouvez améliorer votre vie qu'en travaillant plus longtemps et en travaillant plus dur vous mène dans une impasse. La réponse, j'ai découvert, était de travailler de manière plus intelligente, d'utiliser plus de mes pouvoirs mentaux plutôt que mes pouvoirs physiques pour atteindre mes objectifs. Les personnes qui réussissent sont celles qui ont appris à faire fonctionner leur esprit conscient et subconscient en harmonie, ce qui leur permet d'obtenir ce qu'elles veulent beaucoup plus rapidement et avec beaucoup moins d'efforts. Cette découverte a changé le focus de mes efforts et la direction de toute ma vie. Votre esprit subconscient est comme une immense banque de mémoire. Il stocke définitivement tout ce qui vous arrive. Votre esprit subconscient a ce qu'on appelle un impulse d'homéostasie. Il maintient votre température corporelle à 98,6 degrés, tout comme il vous garde à respirer régulièrement et votre cœur bat à un certain rythme. Votre esprit subconscient pratique également l'homéostasie dans votre domaine mental en vous gardant à penser et à agir d'une manière cohérente avec ce que vous avez fait et dit dans le passé. Tous vos schémas habituels de pensée et d'action sont stockés dans votre esprit subconscient. Il est le siège de vos habitudes. Il a mémorisé toutes vos zones de confort et il travaille pour vous y maintenir. Votre esprit subconscient vous fait vous sentir émotionnellement et physiquement mal à l'aise chaque fois que vous essayez de faire quelque chose de nouveau ou de différent ou de changer l'un de vos schémas de comportement établis. Votre esprit subconscient fonctionne comme un gyroscope ou un faisceau de guidage, vous maintenant en équilibre et sur la bonne voie en fonction des données et des instructions que vous avez précédemment programmées en lui. Vous pouvez sentir votre subconscient vous tirant vers votre zone de confort chaque fois que vous essayez quelque chose de nouveau. Même penser à faire quelque chose de différent de ce à quoi vous êtes habitué vous rendra tendu et mal à l'aise. Pour grandir, pour sortir de votre zone de confort, vous devez être prêt à vous sentir mal à l'aise et inconfortable en le faisant les premières fois. Si cela vaut la peine d'être bien fait, cela vaut la peine d'être mal fait jusqu'à ce que vous en preniez la mesure. Jusqu'à ce que vous développiez une nouvelle zone de confort à un nouveau niveau de compétence. Voici une technique puissante que vous pouvez utiliser pour programmer votre esprit subconscient. Imaginez que vous alliez au cinéma pour voir un film d'aventure excitant. Vous arrivez au cinéma 10 minutes avant que le film précédemment programmé ne se termine. Au lieu d'attendre dans le hall, cependant, vous entrez dans la salle, vous asseyez et regardez les 10 dernières minutes du film. Vous voyez comment toute l'intrigue se déroule et comment tout se termine pour les acteurs principaux. Vous voyez les problèmes résolus et ce qui arrive à tout le monde quand le film se termine. Ensuite, lorsque la prochaine séance commence, vous revenez et regardez le film entier depuis le début. Seulement cette fois, au lieu d'être pris par le suspense et le drame de l'intrigue qui se déroule, vous vous détendez et regardez le film objectivement. Vous prenez le temps d'apprécier la cinématographie, le dialogue, la manière dont les scènes sont connectées et comment l'intrigue se déroule et se développe. Vous êtes calme et détendu. Vous êtes beaucoup moins anxieux ou émotionnel que vous ne le seriez
si vous n'aviez pas déjà vu les 10 dernières minutes, car vous savez déjà comment cela se termine. C'est exactement la même méthode que vous utilisez pour programmer votre nouveau concept de soi et vos objectifs dans les niveaux plus profonds de votre esprit subconscient, où ils se verrouillent et acquièrent leur propre puissance. C'est l'émotion calme, confiante, pleine d'attente et positive combinée à la relaxation qui active votre subconscient et provoque un changement rapide. Voici un processus en 5 étapes que vous pouvez utiliser pour mettre en œuvre cette méthode afin d'aider à obtenir n'importe quelle condition mentale, émotionnelle ou physique désirée. Étape 1. Verbaliser et affirmer votre résultat souhaité. Par exemple, si vous avez un problème avec quelqu'un d'autre, vous pourriez dire calmement et avec confiance: cette situation est résolue de manière heureuse avec du bien pour toutes les parties concernées. Votre déclaration doit être une description claire de votre résultat souhaité ou de votre état final. Ne vous embarrassez pas de détails, ne vous inquiétez pas du processus. Étape 2. Visualisez et voyez clairement le résultat que vous désirez dans la situation. Voyez-vous, ainsi que toutes les autres personnes impliquées, heureux et en paix avec le résultat. Cela nécessitera de l'effort et de la concentration. Étape 3. Émotionnalisez votre affirmation et votre visualisation combinée en créant le sentiment que vous ressentirez réellement lorsque tout se terminera heureusement. Étape 4. Libérez complètement la situation. Laissez-la simplement partir, comme vous le feriez si quelqu'un en qui vous avez confiance disait qu'il s'en occuperait et que vous n'auriez plus jamais besoin d'y penser. Étape 5. Réalisation, l'apparition dans votre monde extérieur de la solution. La réalisation ou la manifestation de votre désir se produit en proportion directe de la mesure dans laquelle vous avez complètement abandonné toute préoccupation pour le résultat et avez tourné votre esprit vers d'autres choses. Cette attitude de calme, de confiance en l'attente que tout ira bien, est une expérience de conscience supérieure. Les religieux appellent cela la prière, et on dit que la prière est la forme la plus élevée d'affirmation. Ralph Waldo Emerson appelait cet état de conscience être en harmonie avec l'infini. Peu importe comment vous l'appelez, tout ce qui compte, c'est que cela fonctionne avec une fiabilité étonnante. Je suis sur le point de vous révéler un secret, un ingrédient qui manque à la plupart des formules de succès aujourd'hui. C'est pourquoi elles ne fonctionnent pas. Sans cet ingrédient magique, vos rêves et vos objectifs tombent à plat, peu importe ce qu'ils sont ou depuis combien de temps vous les avez. Mais avec cet ingrédient magique, vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. Et il s'appelle la discipline personnelle. Il y a plusieurs disciplines que vous devez développer si vous voulez atteindre votre plein potentiel. Ainsi, la première discipline de toutes est la discipline de la pensée claire versus la pensée floue. Parfois, vous m'avez entendu demander: quel est le travail le mieux payé en Amérique? Quel est le travail le plus important dans n'importe quel emploi ou n'importe quelle entreprise? Et la réponse est la pensée. La qualité de votre pensée détermine la qualité de vos décisions et choix. Vos décisions et choix déterminent les actions que vous prenez. Les actions que vous prenez déterminent vos résultats. Vos résultats déterminent la qualité de votre vie. Et tout commence avec votre pensée. Une petite histoire qui était dans les journaux récemment: Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, et Bill Gates, l'homme le plus riche du monde. Et Bill Gates Senior était à une fête. Les trois sont de bons amis, et ils parlaient quand un monsieur est venu vers eux et a dit: vous savez, je vous regardais, et vous êtes très réussis. Quelle serait selon vous la qualité la plus importante pour réussir? Selon un témoin, les trois ont interrompu leur conversation et se sont retournés en disant simultanément: la concentration. La concentration est l'exigence la plus importante pour réussir dans notre monde en mouvement rapide aujourd'hui. Si vous pouvez vous concentrer, vous pouvez réussir, et si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas.
Je suis toujours étonné quand je descends dans la rue ou que je vole ou que je conduis, car les gens semblent totalement absorbés à écouter des choses. Ils ont des appareils dans leurs oreilles, des trucs sur leur téléphone portable, et ils écoutent de la musique dans leur voiture. Et ils regardent la télévision. Ils ne peuvent tout simplement pas arrêter de bombarder leur esprit avec des stimuli sensoriels. Et bien sûr, quand vous faites cela, il est impossible pour vous de bien penser. Bien penser nécessite que vous pratiquiez quelques techniques. Tout d'abord, comme l'a dit Peter Drucker, vous devez prendre le temps de penser. La règle est que les décisions rapides sont généralement de mauvaises décisions, surtout les décisions rapides impliquant des personnes ou de l'argent. Donc, si vous allez prendre une décision qui a des conséquences à long terme, alors vous devez y réfléchir beaucoup. Vous devez un peu le regarder comme un beau morceau de porcelaine. Vous le regardez de tous les côtés et y réfléchissez attentivement. Et plus vous réfléchissez soigneusement à une décision, meilleure sera la qualité de cette décision lorsque vous la prendrez enfin. Combien de fois avez-vous dit « Vous savez, si j'avais juste réfléchi un peu plus, je ne l'aurais pas fait » ou « Si j'avais juste mieux réfléchi » ou « Si j'avais juste pris le temps de réfléchir ». Les personnes supérieures, grâce à l'expérience et à l'expérience douloureuse, apprennent à prendre leur temps pour prendre des décisions importantes. Donc, l'une des meilleures façons de développer la discipline de la pensée claire est de s'asseoir en solitude pendant 30 à 60 minutes lorsque vous avez un problème majeur ou un enjeu majeur dans votre vie. Voici ce qui se passe pour vous en solitude. Vous commencerez à vous calmer et toute l'énergie, toute l'agitation disparaîtra et vous deviendrez juste calme et c'est presque comme un seau rempli d'eau soyeuse. Il restera là et si vous le laissez là pendant un moment, l'eau deviendra complètement claire. Et c'est ce qui arrive à votre esprit. Votre esprit devient complètement clair. Et après 30 minutes, des idées commenceront à affluer comme un fleuve, à traverser simplement votre esprit, et cela est non dirigé. En d'autres termes, vous ne pensez pas à ce problème ou à cet objectif, vous vous concentrez simplement sur votre respiration. Vous vous détendez, regardez l'horizon, regardez l'image sur le mur ou une fleur. Certaines personnes regardent une bougie, mais regardez-la, gardez les yeux verts. Ce n'est pas de la méditation. Asseyez-vous simplement tranquillement et à un certain moment les idées commenceront à venir. Et presque comme un bateau dans un étang tranquille, l'idée dont vous avez besoin pour résoudre votre plus grand problème ou atteindre votre objectif le plus important, comme une petite bouteille, viendra simplement s'amarrer dans votre esprit et sera cristalline. Et c'est la chose la plus étonnante si vous ne l'avez jamais fait auparavant. La première fois que vous le faites, vous obtiendrez un résultat. Vous obtiendrez un aperçu, une idée, une solution à un problème, une idée pour atteindre un objectif. Et chaque fois que vous vous asseyez tranquillement en solitude pendant 30 à 60 minutes, vous avez des idées qui peuvent vous faire économiser des années de travail acharné. Voici une autre manière de mieux penser. Prenez une feuille de papier et la règle est « pensez sur papier » et notez chaque détail. Comment cela s'est passé, ce qui se passe, les problèmes, les préoccupations, les coûts qui est impliqué. Écrivez simplement, écrivez, et la chose la plus étonnante se produit entre la tête et la main lorsque vous écrivez tous les détails. Parfois, le choix exactement juste vous saute aux yeux, devient clair. Mais vous n'auriez pas déclenché cette solution superconsciente si vous n'aviez pas pris le temps de penser sur papier. Aristote a dit un jour que la sagesse, qui est le plus grand de tous les désirs humains, la sagesse est la capacité à prendre de bonnes décisions. C'est une combinaison d'expérience plus réflexion. Puis vous réfléchissez à l'expérience et vous réfléchissez à ce que cette expérience signifie pour moi. Puis-je utiliser cela
Que puis-je en apprendre? Donc, réfléchir à vos expériences et la meilleure façon de le faire est de faire une promenade. Faites simplement une promenade où vous ne pouvez rien écouter. Ne prenez pas d'iPod ou quoi que ce soit, faites juste une promenade de 30 ou 60 minutes et marchez simplement. Et pendant que vous parlez et réfléchissez à quelque chose qui se passe au travail ou à la maison, vous serez étonné de la qualité des idées qui viendront à votre esprit. Une bonne façon de mieux penser est de demander, surtout si vous êtes frustré ou avez des difficultés, de demander « Quelles sont mes hypothèses ? Qu'est-ce que je suppose sur cette situation qui pourrait ne pas être correcte? Et si mes hypothèses de base sur cette relation, sur ce travail, sur ce produit ou service, ou cet investissement étaient erronées, que ferais-je alors? Et voici la clé d'une bonne pensée. Être ouvert à faire quelque chose de complètement différent. Être ouvert à admettre la possibilité que vous puissiez avoir tort et à faire quelque chose de complètement différent. Et ce que cela fait, c'est qu'il ouvre votre esprit et votre perspective pour que vous puissiez voir toutes sortes de possibilités que vous n'auriez peut-être pas vues auparavant. La pensée claire est la première discipline, et c'est la discipline pratiquée par les personnes les plus réussies, les plus heureuses et les plus riches de notre société. Maintenant, la deuxième discipline majeure est la discipline de la définition quotidienne d'objectifs. Notez vos objectifs. Tous les objectifs doivent être écrits d'ailleurs. Si vous n'avez pas vos objectifs par écrit, alors ce ne sont pas vraiment des objectifs du tout. Ce ne sont que des souhaits. Et comme on dit, un souhait n'est qu'un objectif sans énergie derrière. Ayez vos objectifs par écrit. Écrivez-les de manière très spécifique et claire. Et puis, faites ceci chaque matin. Réécrivez vos objectifs principaux à la première personne du singulier ou comme s'ils existaient déjà. Si, par exemple, votre objectif est de gagner 50 000 $ par an, chaque matin, écrivez « Je gagne 50 000 $ par an ». Si votre objectif est de peser un certain nombre de livres, si votre objectif est de profiter d'un certain type de vie, notez vos objectifs principaux à la première personne du singulier comme s'ils existaient déjà. Et puis, chaque soir, prenez environ 5 à 10 minutes au lieu de regarder la télévision, juste avant d'allumer la télévision. Dites « Attendez une seconde, je dois revoir ma progression ». Et asseyez-vous et passez en revue ce que vous avez fait au cours de la journée. Et posez-vous la question, qu'ai-je fait de bien aujourd'hui qui m'a fait avancer vers mes objectifs? Et la deuxième question est, que ferais-je différemment si j'avais aujourd'hui à revivre? Ces 4 étapes, soit dit en passant, écrire, réécrire vos objectifs chaque matin, les revoir le soir et vous poser ces 2 questions. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a fait avancer vers mes objectifs aujourd'hui? Et que ferais-je différemment si j'avais la journée à revivre? Pour ainsi dire, posez-vous ces 2 questions. Dans les 30 prochains jours, vous accomplirez plus que ce que vous avez accompli au cours des 6 derniers mois. Parce que chaque fois que vous écrivez vos objectifs, vous les programmez dans votre subconscient. Lorsque vous les programmez dans votre subconscient, vous créez un champ de vibration dans votre cerveau. Et cette loi de l'attraction, basée sur ce champ de vibration, attire dans votre vie des personnes et des circonstances qui sont en harmonie avec vos pensées dominantes. Tout le monde ici a eu l'expérience de commencer à lire sur un sujet, de penser à un sujet, de s'intéresser à un sujet, et soudainement, vous avez commencé à attirer dans votre vie des livres, des magazines, des articles, des conversations, des personnes, des opportunités pour approfondir le sujet. Si vous avez déjà eu cette expérience, ce que vous faites, c'est que vous créez un champ de force, que nous ne pouvons pas expliquer scientifiquement, mais c'est un champ de vibration qui émane de vous et attire dans votre vie tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos objectifs dominants. Ma promesse pour vous est la suivante. Si vous le faites pendant un mois, en fait 21 jours suffisent, votre vie entière changera.
Vous verrez des changements étonnants. Les gens viennent me voir à chaque séminaire et disent « C'était incroyable ». J'ai commencé à écrire mes objectifs chaque jour. J'en ai accompli 8 en 6 mois. J'en ai accompli 5 en 1 semaine. J'en ai accompli la plupart en 12 mois. Cela a transformé ma vie. Donc, tout ce que je vous demande de faire, si vous ne le faites pas déjà, c'est d'essayer. Maintenant, la 3e discipline est la discipline du courage. Le courage signifie que vous avez la capacité. Vous avez la volonté de confronter vos peurs. Parce que ce que j'ai trouvé au fil des ans, c'est que les personnes courageuses ne sont pas des personnes qui n'ont pas peur. Ce sont simplement des personnes qui maîtrisent leurs peurs. Ce sont simplement des personnes qui font face à leurs peurs, qui les confrontent. Et Mark Twain l'a dit il y a de nombreuses années à propos de la peur. Il a dit « Faites la chose que vous craignez, et la mort de la peur est certaine. » Maintenant, la peur et le courage ont tendance à être des habitudes qui, si vous avez peur, et que vous cédez à la peur et que vous reculez, deviennent une habitude de reculer chaque fois que vous avez peur ou que vous êtes incertain. Et vous constaterez que la plupart des peurs disparaissent lorsque vous les confrontez. La plupart des peurs, peur de l'échec, peur du rejet, peur de la perte, peur de la douleur, peur de la limitation, peur de la perte d'une relation, peur de la mauvaise santé, la plupart de ces peurs disparaissent lorsque vous les confrontez directement. Donc, la raison pour laquelle vous voulez affronter vos peurs n'est pas à cause de l'incident en particulier. C'est à cause de ce que cela fait pour votre caractère. Vous voulez vous démontrer que vous pouvez affronter une peur et la regarder droit dans les yeux, et soudain, surprise, elle disparaît. Vous dites, vous savez quoi? Je vais affronter cette peur, je vais la braver, je vais la combattre, je vais la regarder droit dans les yeux, je vais la traiter de front, comme une voiture qui percute un mur, jusqu'à ce que la peur disparaisse. Et une fois que vous l'aurez fait, vous regarderez vers le haut et vous serez une personne différente pour le reste de votre vie. Vous saurez que rien de ce dont vous avez peur ne peut vous arrêter. Maintenant, la 4e discipline est la discipline de la gestion quotidienne du temps. La règle est que chaque minute passée à planifier permet d'économiser 10 minutes en exécution. Donc, vous disciplinez à planifier votre journée minutieusement. Avant de commencer, vous fera gagner au moins 10 minutes pour chaque minute passée à planifier. Et selon la recherche, cela augmentera votre productivité de 25 à 50%, voire doublera votre productivité. Pour chaque jour que vous planifiez, commencez la discipline de la gestion quotidienne du temps en dressant une liste. Commencez avec une feuille de papier à nouveau. Pensez sur papier et notez tout ce que vous avez à faire au cours de la journée. Le meilleur moment pour faire cette liste est la veille. Si vous le faites, votre subconscient travaille sur votre plan toute la nuit, et vous vous réveillez souvent le matin avec de grandes idées pour mettre en œuvre votre plan. Ensuite, organisez votre liste par priorité. Avant de commencer, ne vous précipitez pas. Utilisez la règle des 80-20 qui dit que 20% des éléments de votre liste représenteront 80% d'eux-mêmes. La valeur, ceux qui sont les plus précieux. La 5e discipline est la plus difficile à apprendre de toutes. C'est l'essence de mon enseignement dans le monde entier. C'est la clé pour dynamiser la qualité de votre vie et de vos résultats. Si vous pouvez commencer chaque matin avec une liste organisée par priorité et commencer votre tâche principale et y rester jusqu'à ce qu'elle soit terminée, vous dynamiserez votre vie. Vous libérerez des endorphines dans votre cerveau qui vous feront vous sentir bien. Vous vous motiverez et vous vous énergiserez, propulsant ainsi toutes vos autres tâches. Vous accomplirez 2 fois plus en une journée où vous commencez et terminez votre tâche principale en premier qu'en toute autre journée. Lorsque vous pouvez démontrer chaque matin que vous avez le contrôle de soi, la maîtrise de soi,
la discipline de commencer et de terminer votre tâche la plus importante, vous vous sentez simplement fabuleux. Maintenant, la cinquième discipline est la discipline de l'épargne régulière et de l'investissement. L'une des choses les plus intelligentes que vous puissiez jamais faire pour vous-même est de développer l'habitude d'épargner une partie de votre salaire à chaque paie. Les individus, les familles et même les sociétés sont stables et prospères dans la mesure où ils économisent de l'argent. L'épargne d'aujourd'hui est ce qui garantit la sécurité et les possibilités de demain. La première leçon fondamentale de la loi de l'épargne et de devenir un expert en économie vient du livre L'homme le plus riche de Babylone de George S. Clason. C'est de vous payer en premier. Commencez aujourd'hui à épargner 10% de vos revenus dès le départ et ne les touchez jamais. Ceci est votre fonds pour l'accumulation financière à long terme et vous ne l'utilisez jamais pour aucune autre raison que pour assurer votre avenir financier. La chose remarquable est que lorsque vous vous payez d'abord et vous forcez à vivre avec les 90% restants, vous promouvez en fait une vie frugale. Vous vous habituerez bientôt à vivre avec 90% sans aucune perte de commodité ou autre. Rappelez-vous, vous êtes une créature d'habitude. Lorsque vous mettez régulièrement de côté 10% de vos revenus, vous vous habituerez bientôt à vivre avec les autres 90%. Beaucoup de gens commencent par épargner 10% de leurs revenus, puis passent à 15%, 20%, voire plus. Et leur vie financière change radicalement par la suite. Maintenant, voici un point intéressant que j'ai appris d'un des gestionnaires d'argent les plus intelligents que j'ai jamais rencontrés. Il a dit: quand nous sommes jeunes, nous associons l'argent au plaisir. Nous recevons notre première allocation et nous la dépensons en bonbons et nous pensons que lorsque nous avons de l'argent, nous allons le dépenser pour des choses qui nous rendent heureux. Maintenant, quand nous devenons adultes, chaque fois que nous pensons à gagner beaucoup d'argent, notre première pensée est de le dépenser pour quelque chose qui nous rend heureux. Si vous allez dans une station touristique où les gens sont en vacances et s'amusent, vous verrez rangée après rangée de bibelots et de gadgets, parce que les gens, quand ils sont heureux, associent le fait de sortir et d'acheter des choses. Cependant, cela vous maintient fauché toute votre vie. Donc, ce que vous faites, et c'est ce qu'il m'a dit, c'est que vous vous reprogrammez. Vous tirez un fil et le rebranchez. Au lieu de dire « j'aime dépenser de l'argent », vous dites « j'aime économiser de l'argent ». Et vous commencez à penser à quel point vous aimez avoir de l'argent à la banque, combien vous aimez économiser, combien vous aimez la gratification différée, combien vous aimez l'idée de tendre vers l'indépendance financière. Et lorsque vous développez l'habitude d'être heureux d'économiser de l'argent, vous commencez à vous rendre de plus en plus prudent dans vos dépenses. Bientôt, vous développez l'habitude de vivre avec moins que ce que vous gagnez. Et vous changez votre façon de penser de soi. J'aime dépenser à, j'aime économiser. Gagner de l'argent, c'est comme creuser dans le sable avec une épingle. Perdre de l'argent, c'est comme verser de l'eau sur le sable. Il est facile de perdre de l'argent, mais il est difficile de le gagner et de le garder. Et c'est la discipline la plus importante de toutes. Une autre discipline consiste à payer en espèces aussi souvent que possible et pour autant que possible. Débarrassez-vous de toutes vos cartes de crédit sauf une et n'utilisez cette dernière que lorsque vous en avez besoin. Le simple fait de payer en espèces vous rend vraiment hypersensible au coût et vous pousse à dépenser moins d'argent. W. Clement Stone a dit un jour: si vous ne pouvez pas économiser d'argent, les graines de la grandeur ne sont pas en vous. La principale raison pour laquelle vous épargnez votre argent et l'accumulez avec soin est qu'elle vous donne deux choses. Tout d'abord, elle vous donne la liberté. Vous savez que vous avez de l'argent à la banque. Si vous n'aimez pas votre travail, vous pouvez vous en éloigner parce que vous avez de l'argent à la banque. Mais la deuxième chose qu'elle vous donne, c'est l'opportunité. Si une opportunité se présente, vous êtes prêt à en profiter.
Vous n'avez pas à dire « Je suis désolé, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me le permettre. Je suis fauché » et les gens hochent simplement la tête avec pitié et s'en vont. En tant qu'adulte, vous devriez toujours avoir de l'argent d'opportunité mis de côté et lorsque vous l'avez, vous vous sentez bien à propos de vous-même. La différence entre une personne avec un peu d'argent et une personne sans argent est flagrante. Une personne avec un peu d'argent se sent bien, une personne sans argent se sent toujours inférieure, anxieuse, inquiète, préoccupée, irritable, à court de patience. Au XXIe siècle, comme le dit Peter Drucker, la connaissance et la compétence sont les clés du XXIe siècle, et la seule chose qui sera pertinente, la seule compétence qui sera pertinente au XXIe siècle, c'est la capacité à apprendre de nouvelles compétences, car pratiquement tout ce que vous savez devient obsolète à un rythme rapide. Stephen Covey dit que votre base de connaissances actuelle a une demi-vie de 2 ans, ce qui signifie que la moitié de tout ce que vous savez sera irrelevant dans les 2 ans, et 2 ans plus tard, la moitié de plus. Donc, si vous n'apprenez pas continuellement et ne mettez pas à jour vos connaissances et compétences, vous ne restez pas au même endroit. Comme le dit Pat Riley, l'entraîneur de basketball, si vous ne vous améliorez pas, vous régressez. Si vous n'apprenez pas constamment, vous êtes en fait en train de prendre du retard. Voici donc les 3 clés de l'apprentissage continu. La première consiste à lire dans votre domaine pendant 30 à 60 minutes chaque jour. En d'autres termes, éteignez la télévision. Éteignez la radio, mettez de côté le journal et lisez simplement dans votre domaine. Les meilleurs endroits pour lire, soit dit en passant, sont les livres. Lisez des livres, les best-sellers écrits par les personnes les plus réussies dans votre domaine, car les livres contiennent une richesse de connaissances qui vous permettent de fonctionner à un niveau bien plus élevé, d'obtenir de bien meilleurs résultats que vous ne le pouviez avant tout. D'innombrables personnes au fil des ans ont constaté que lire 1 heure par jour a doublé voire triplé leurs revenus en 1 an. La deuxième chose à faire est de suivre tous les cours que vous pouvez. Les cours et séminaires qui sont disponibles dans votre domaine, donnés par des professionnels, des cours qui ont été développés au fil des années et testés et retestés. La personne qui vous parle pendant plusieurs heures a passé des milliers d'heures à apprendre son sujet. Elle l'a testé ou a fait des essais avec des milliers d'autres personnes. Lorsque vous suivez un cours, vous pouvez apprendre suffisamment d'informations en 1 ou 2 jours de plus que ce que vous pourriez apprendre en 2 ou 3 ans, voire toute une vie, tout cela étant synthétisé et mis ensemble. Les gens disent « Je ne peux pas me permettre un cours ». Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas acheter de livres. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas suivre de cours. La troisième façon d'améliorer vos compétences est d'écouter des programmes audio dans votre voiture. Voici un point intéressant. Plus vous vous engagez à devenir la meilleure personne possible, plus vous vous aimez et vous respectez, plus vous avez d'énergie, plus vous vous fixez de grands objectifs, plus vous persistez. Lorsque vous investissez en vous-même et que vous lisez et apprenez et améliorez vos compétences, vous vous dites « Waouh, je suis une personne avec un grand avenir et c'est à moi de maximiser mon potentiel » et votre estime de soi augmente, votre respect de vous-même augmente, votre sentiment de fierté personnelle augmente et vous commencez à être promu et mieux payé dans chaque aspect de votre vie. Rien ne vous aidera plus que de développer une réputation de travailleur acharné. Dans les études sur les millionnaires autoconstruits, ils ont dit « Je n'avais pas une meilleure éducation, un meilleur talent, une meilleure connaissance, mais j'étais prêt à travailler plus dur que quiconque. » La plupart des millionnaires autoconstruits travaillent 60 à 70 heures par semaine pendant 5, 10, 15 ans avant de percer. La plupart des autres personnes essaient de s'en sortir en travaillant 5 jours par semaine, et pendant ces 5 jours,
il ne travaille pas vraiment dur. La chose intéressante, Thomas Jefferson a dit un jour, « Croyez-vous en la chance ?» On lui a demandé. Il a répondu, « Oui. » Il a dit, « Je crois en la chance et plus je travaille dur, plus j'en ai. Donc, plus vous travaillez dur, plus vous avez de chance. Plus vous travaillez dur, plus vous avez d'opportunités, plus de portes s'ouvrent à vous. Plus vous voyez d'opportunités. » Il y a une tendance qui se développe en Amérique aujourd'hui à propos de s'amuser au travail. Non, le travail n'est pas un moment de plaisir. Le travail n'est pas l'aire de jeu ou le bac à sable. Le travail n'est pas l'école. Le travail, c'est le travail. Vous allez travailler et vous travaillez tout le temps. Ne vous inquiétez pas pour le plaisir. Amusez-vous plus tard, sachant que vous avez fait un travail fantastique et que vous avez beaucoup accompli. Et enfin, travaillez 1 heure de plus. Soyez le dernier à partir. Soyez la personne qui éteint les lumières. Intéressant. Si vous regardez une start-up entrepreneuriale, une entreprise dirigée par quelqu'un qui l'a fait vraiment avancer, vous constaterez que le propriétaire de l'entreprise est généralement le premier arrivé. Travaille toute la journée, généralement le dernier à partir. Le propriétaire de l'entreprise travaille généralement le samedi et le dimanche. À la fin de la journée, le propriétaire de l'entreprise a une belle maison sur la colline, de belles voitures, une belle vie, des vacances sur le bassin des yachts, et tout le monde dit « Elle a vraiment de la chance ». Non, ils ne sont pas chanceux. Ils ont juste travaillé tout le temps. Ils ont travaillé. Si vous travaillez 3 heures de plus, commencez plus tôt, travaillez plus dur, restez plus tard. Vous ajouterez 6 heures de travail productif à votre journée. Chaque heure de travail ininterrompue, lorsque personne n'est là, se traduit par 3 heures de productivité lorsque des gens vous interrompent. Alors, continuez à demander au travail « Quelle est l'utilisation la plus précieuse de mon temps en ce moment ?» En ce moment. Et faites uniquement cela, point.